Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. On a eu de nombreuses questions sur le matériel qu'on utilise pour tourner, donc c'est parti pour la vidéo Setup 2020 et du coup je me mets debout. J'ai l'impression que toutes les vidéos Setup se font debout, on va respecter la norme sur YouTube. Pourquoi cette vidéo Setup? Parce qu'effectivement, comme vous avez pu le remarquer, on voit de plus en plus de nouveaux matériels au fur et à mesure de nos vidéos et c'est parce que la chaîne se professionnalise. La communauté grandit et nous de notre côté on fait de plus en plus attention à la qualité de nos vidéos et vu qu'on apprend au fur et à mesure, on fait des images de plus en plus belles, en tout cas je l'espère. Et on essaye de monter notre matériel, de l'upgrader. Là par exemple, on vient de passer en tout 4K. Donc en ce début d'année, on a investi parce qu'on croit aux médias YouTube. Et ce que vous allez voir là, c'est notre setup de tournage. Alors vous n'allez pas voir un setup de geek avec des lumières colorées de partout, des claviers qui font à la fois micro-ondes et cafetières. Nous, on va vraiment se concentrer sur l'essentiel, ce qui est important pour nous et le matériel qui nous est utile. Pourquoi? Parce que de 1, on n'est pas sponsorisé et de 2, on n'a pas de l'argent à dilapider juste pour de la déco. Je vais vous expliquer ce qu'on a choisi pas à pas pour notre métier à la fois de youtubeur, de vidéaste, de monteur, de pilote de drone. On va mettre tout de suite fin au suspense, vérifier que vous êtes bien abonné et c'est parti, générique! Et on va commencer tout de suite avec ce qu'on a sur notre bureau et l'un des plus beaux investissements qu'on a fait cette année, nos nouveaux écrans. Je dis nous parce que lorsqu'on s'est équipé, on s'équipe pour deux postes, mon poste et celui de Mathis qui fait le montage. Alors pour moi c'était une grosse question parce que je me traînais depuis le début de ma boîte des vieux écrans que j'avais achetés quand j'étais ado. Alors certes, ils étaient grands, c'était des 27 pouces, mais la résolution n'était qu'en 720p et les couleurs étaient vraiment pas top. Donc ça a bien suffi pour faire l'essentiel de ce qu'on avait à faire jusqu'aujourd'hui, mais là on veut vraiment évoluer en qualité de vidéo. Donc en prérequis, on aimerait avoir des écrans 4K pour monter de la 4K avec des couleurs qui soient correctes et surtout un grand écran pour éviter d'en avoir deux parce que je me suis vite lassé en fait d'avoir deux écrans de chaque côté. Je préfère avoir un grand écran principal, c'est beaucoup plus confortable. Ensuite, il faut choisir la technologie de l'écran et pour faire simple, il existe 4 technologies d'écran sur le marché. La première, c'est la TN, c'est la dalle la plus bas de gamme qui est très rapide, mais par contre niveau couleur et contraste, c'est pas trop ça, mais c'est pas du tout cher. Le deuxième type de dalle, c'est la VA. Alors là, ça a des très bons contrastes. Par contre, au niveau des angles de vision, c'est pas terrible et au niveau couleur, c'est pas encore tip top. C'est quand même de mieux en mieux et c'est la référence sur le moyen de gamme lorsque vous voulez acheter un écran aujourd'hui, c'est bien souvent une dalle VA. Un peu au-dessus, on a l'IPS. L'IPS propose de bonnes couleurs, de bons angles de visionnage, ce qui permet d'éviter les déformations de couleurs lorsque vous faites visualiser votre écran par quelqu'un qui est à côté par exemple. Et ce type d'écran, en termes de couleurs, c'est vraiment le top pour les graphistes et les vidéastes. Alors même si les prix sont en train de descendre un petit peu, l'IPS quand même reste cher, surtout sur de la 4K. Mais vous avez encore plus cher, c'est l'OLED qui est présent sur pas mal de nos téléviseurs, mais relativement peu présent sur les moniteurs de PC. Et aujourd'hui, l'OLED c'est le top, mais par contre c'est hors de prix, c'est des écrans qui valent 4000 €. Pour nous, les écrans, c'est un investissement sur plusieurs années parce qu'on sait qu'on va continuer à évoluer en qualité au fur et à mesure de nos prestations et de nos vidéos. Donc on a essayé de trouver un écran professionnel qui correspond à nos contraintes sans pour autant aller sur des écrans qui valent plusieurs milliers d'euros. Et en grand écran 32 pouces 4K IPS etc, il n'y en avait pas 36 et il y en a un qui s'est clairement démarqué. Celui qu'on a choisi, c'est le Dell UltraSharp 3219Q au prix environ de 850 €. Quoi ? 850 € un écran? Ouais, mais c'est un écran qui a de belles couleurs, c'est un vrai outil pro et pour nous c'est vraiment un écran de qualité et qui ne dépasse pas notre budget parce que dès qu'on monte un tout petit peu en qualité au-dessus de ça, on dépasse très vite les 1000, 1500, 2000 €. Donc qu'est-ce qu'il présente comme caractéristique? Ce qui était très important pour nous, c'est d'une part qu'il soit 4K, c'est un 32 pouces, ça prend tout le champ de vision et maintenant que j'y ai goûté, personnellement je pourrais pas revenir en arrière. On a donc choisi une dalle IPS pour avoir de bonnes couleurs et c'est un écran qui est précalibré en sortie d'usine, il est vendu avec un rapport qui vous est livré avec l'écran. Et petit plus, il a une dalle anti-reflet qui est très efficace et du coup très agréable lorsqu'on regarde une vidéo à plusieurs avec des gens sur les côtés de l'écran. Donc moi c'était surtout ces caractéristiques qui m'importaient et le bonus c'est que lorsque j'ai reçu l'écran j'ai été vraiment agréablement surpris par l'ergonomie. C'est un pied lourd avec un passage de câble, on sent que c'est robuste et surtout on peut l'incliner dans tous les sens. On peut l'incliner en haut en bas, sur les côtés mais également en rotation. Il y a tout ce qu'il faut en connectique à l'arrière et petit plus, vous avez deux ports USB 3 sur le côté de l'écran. Bref, si vous travaillez dans le graphisme ou la vidéo, c'est un véritable coup de cœur. Je pense que c'est une vraie référence sur le marché aujourd'hui d'après tous les tests que j'ai pu voir et je ne peux que vous le recommander. On sait que vous n'allez pas retenir les noms biscornus des produits, du coup on vous a décrit toute la liste de ce qu'on est en train de vous présenter en vidéo dans la description. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, non seulement pour voir les références, mais aussi pour voir les avis Amazon qui généralement, étant donné qu'il y a beaucoup d'avis, ça permet d'avoir une bonne
bonne idée de la qualité des produits. Pour aller avec ces deux super écrans, on a acheté deux super ordinateurs, un pour moi, un pour Mathis, de la même façon, pour pouvoir migrer sereinement vers la 4K dans nos productions quotidiennes. Alors on n'y est pas allé comme des bourrins et on a fait le choix de monter la machine nous-mêmes en choisissant précisément les composants qui nous intéressaient pour notre utilisation en collaboration avec un ingénieur de chez Ubisoft. Bon, ça tombe bien, c'est également mon petit frère, du coup ça a facilité pas mal les choses. Coucou toi. Bon, pour résumer, c'est une machine qui est vraiment conçue spécifiquement pour le montage et encore plus spécifiquement pour l'utilisation de Premiere Pro. Alors vous verrez pas de water cooling ou de jolies couleurs LED synchronisées avec le clignotement de ma souris, tout simplement parce que ça je m'en fous, mais à l'intérieur sachez que ça carbure. On va pas trop rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo dédiée sur ce sujet pour vous expliquer précisément ce qu'on a choisi et comment on l'a choisi. En tout cas, on a fait une vidéo sur les proxys, je vous mets le lien en fiche, et sachez qu'avant on mettait des proxys pour du HD, et là avec la 4K, même sans proxy, c'est fluide à 100%. Et ça, je peux vous dire que c'est approuvé par Mathis. Cette configuration PC est approuvée par Mathis le monteur. Sur le bureau, vous pourrez également retrouver un microphone qui sert à la fois pour les voix off et pour faire des lives. J'ai choisi de prendre un micro USB plutôt qu'un micro XLR, tout simplement pour deux raisons, pour avoir à éviter d'acheter une carte son supplémentaire, mais également pour pouvoir passer le micro d'un PC à l'autre très facilement sans faire des branchements complexes. Pourquoi? Parce que des fois je monte des voix off sur mon PC, je fais des lives sur mon PC, parfois je dois rajouter des voix off sur le PC de Mathis, et du coup ça permet de switcher le micro très facilement entre les deux PC. Et pour le micro, j'ai donc choisi le Rode NT USB. Alors pourquoi ce micro-là? J'ai longuement hésité avec le Blue Yeti, mais clairement le son du Rode est vraiment meilleur, beaucoup plus précis. Alors certes le Yeti a 2-3 fonctionnalités en plus, mais le son du Rode est tellement plus clair que je me voyais pas faire un autre choix. Rode, c'est vraiment une marque de qualité. J'ai déjà fait appel au SAV pour un de mes micros. Sachez que les micros sont garantis 10 ans. Ils n'ont pas posé de questions pour le changement de mon appareil et je peux que recommander cette marque aujourd'hui. Ce n'est pas un message sponsorisé. Je vous le dirai si c'était le cas. J'ai également acheté un bras articulé qui est très pratique, qui est équilibré pour le micro NT USB et qui permet de facilement prendre le micro et de le ramener vers soi quand on en a besoin et de le déplacer comme ça quand on n'en a plus besoin. C'est très pratique, ça permet d'éviter l'environnement de travail et de pouvoir y accéder très facilement. Parlons maintenant d'un autre appareil qui est sur le bureau, parlons des enceintes. Les enceintes, c'était vraiment pas une priorité pour nous en 2020, non seulement parce qu'on est dans un petit bureau à deux, mais également à côté d'un open space. Donc lorsqu'on finalise le son, souvent on est au casque plutôt qu'aux enceintes. Et pourtant, même si on dirait des petites enceintes PC, vous seriez bien surpris par ce modèle, le Z623 2.1 certifié THX de chez Logitech. Et je l'ai dit du premier coup. Ces enceintes font 400 watts et pour un budget de 140 €, elles proposent quand même un son très clair et vraiment très agréable au niveau du grave également grâce aux caissons de grave. Très franchement, en les achetant, je pensais que ça allait être une solution de secours ou temporaire en attendant d'avoir des vraies enceintes studio, mais leur son m'a tellement convaincu que du coup, je les ai gardées et j'en ai même acheté une deuxième paire pour le deuxième PC. En plus de leur bon son, elles ont des petites astuces pratiques comme par exemple une prise casque mais aussi auxiliaire pour pouvoir brancher par exemple un téléphone ou un module Bluetooth directement sur les enceintes sur le bureau. Et vous pouvez également directement sur les enceintes régler le niveau de basse. Bref, si vous n'avez pas 400 € à mettre dans des moniteurs hyper poussés, c'est vraiment un excellent compromis qualité-prix. Alors je vous avais dit que j'utilise un casque pour finaliser les paramètres de son. En fait, il y en a toujours deux sur mon bureau pour deux utilisations complètement différentes. Le premier, c'est celui pour mon PC, pour faire du montage, et c'est un casque Sennheiser. C'est un casque qui est ouvert, donc on peut entendre les bruits extérieurs, on entend ce qui se passe dans le bureau, et qui a un son très neutre et très précis. Sennheiser, c'est un peu comme Rode, c'est la marque de référence quand on parle de casque audio, et je ne peux que vous conseiller cette marque à nouveau. Pour vous dire à quel point moi ça me va, je peux même pas vous donner le nom du modèle que j'utilise parce que ça fait 4 ans que je l'ai et il est même plus à jour au catalogue, et pourtant moi je suis toujours très satisfait de la qualité de cet appareil. Je pense qu'il va encore me durer quelques années et peut-être que dans 1 ou 2 ans j'upgraderai pour une version plus récente, mais ce sera vraiment qu'un caprice parce que la qualité de ce casque est déjà très bien et il m'a coûté à l'époque à peine 70 €. Donc je vous mettrai deux références pour des casques de montage Sennheiser dans la description. Il y en aura un, c'est un casque ouvert si vous préférez entendre les bruits dans le bureau, et un autre, un casque fermé si vous préférez avoir un peu moins de bruit ambiant pour vous concentrer sur le son. Et vous verrez, c'est vraiment pas des casques hors de prix, on tourne entre 50 et 150 €, ça reste très correct pour la qualité qui est proposée. A contrario, j'ai un deuxième casque qui lui a un son très transformé, qui met en valeur les graves et qui vraiment est là pour chatouiller les oreilles. Ce casque, c'est un grand classique, c'est le Quiet Comfort 2 de la marque Bose. Pour tout vous dire, c'est Mathis qui me l'a fait essayer parce qu'il en avait un avant moi, et les premières fois que je les ai utilisés, étant donné que j'étais habitué à un son très neutre, j'étais là genre waouh, mais c'est quoi tout ce grave? Au début ça fait bizarre, mais je m'y suis fait pour écouter de la musique comme ça permet de créer une certaine profondeur, un certain volume dans l'ambiance sonore, et au final je trouve ça plutôt chouette. Mais ce casque là, avant d'être un casque pour
la musique, chose pour laquelle j'utilise très peu finalement, c'est surtout un kit main libre. Je passe une bonne partie de ma journée au téléphone et ce casque, c'est le casque qui me permet d'appeler mes clients. Deux raisons pour lesquelles il a cette utilité. Déjà, c'est un casque sans fil Bluetooth, donc il est très transportable, il a une bonne autonomie, mais qui plus est, il a une réduction de bruit qui est hyper efficace. Lorsqu'on est dans un bureau ou dans un open space, le fait de pouvoir se concentrer sur ce que vous dit le client, c'est bien plus important que tout le reste. Le petit plus que j'aime bien, c'est qu'il se connecte tellement rapidement que dès que je vois un coup de fil sur mon téléphone, je lance le Bluetooth, je me mets sur les oreilles et ça décroche automatiquement. C'est assez plaisant à utiliser au quotidien. Mais ce casque, de temps en temps, je l'utilise également pour tout ce qui est transport. Dans l'avion, c'est vraiment un must-have. Ça permet de faire un bon son, ça permet d'écouter une bonne musique, tout en ayant la réduction de bruit qui fonctionne bien. Donc pour le loisir, c'est également un très bon casque. C'est finalement un casque assez polyvalent, mais n'allez pas utiliser ce genre de casque pour faire un étalonnage vidéo parce que le son sera trop transformé et vous n'aurez pas une restitution exacte de ce qui est en train de se passer sur votre montage. Donc c'est un vrai outil de travail dont je ne peux plus me passer et qui plus est très pratique car pliable et donc très transportable. Pour tout ce qui est clavier souris, je vais être très succinct. Il y a des vidéos setup où on passe beaucoup de temps sur le clavier et la souris. Pour moi, c'est rien d'autre que du tuning. Pour moi, j'ai besoin de deux choses pour un clavier, c'est qu'il soit efficace et pas trop bruyant. Alors il y a des claviers mécaniques qui sont certes efficaces, mais qui sont relativement bruyants, donc j'ai pas opté pour cette solution. Autant vous dire que moi, dans mes journées quotidiennes, j'ai besoin d'écrire très vite parce que je reçois un nombre d'emails énorme et j'essaie de répondre le plus vite possible. Donc la saisie, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. J'ai trouvé un compromis entre un clavier pas trop cher et en même temps assez efficace. C'est le Corsair K55 qui est un clavier gamer. C'est pas un clavier mécanique, mais c'est un très bon clavier en termes de saisie, en termes de toucher. Je sens les touches très légères et du coup ça permet d'aller assez vite. Mathis me demande mais c'est pas un mécanique parce qu'il a exactement le même et justement c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas un mécanique et en même temps il est hyper efficace et hyper agréable d'utiliser. Alors certes il peut faire de la lumière, tout ça, il y a un configurateur, machin, mais bon j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Mais en tout cas vous savez que ça existe si ça vous intéresse en plus d'avoir une belle lumière sur votre clavier. Pour la souris pareil, on a pris un truc efficace qui soit précis pour le montage et confortable à utiliser quand même, mais on n'a pas pris un truc pour faire du tuning, donc on a pris la Pictech souris gamer RGB, donc là aussi il y a des LED mais c'est vraiment au hasard, et c'est une souris qui est pas trop chère et qui est efficace. Vous en avez grosso modo pour 50 € de budget pour le clavier et 20 € pour la souris. Par contre, indispensable, un budget de dépense qui est super important, et vraiment je déconne pas, c'est un bon tapis de souris avec un repose-poignet. Alors certes, c'est pas un truc que vous verrez souvent dans les setups parce que c'est pas glamour d'avoir un vieux truc en silicone sous le poignet, mais c'est absolument indispensable quand on passe autant de temps comme nous devant un PC. Personnellement, tous les employés ou les stagiaires que j'ai en entreprise, je leur impose de prendre ça parce que vraiment en termes de maladie du travail, ça peut être vraiment problématique. Personnellement, si j'enlève mon tapis de souris ergonomique sur une journée, à la fin de la journée, j'ai mal au poignet et sur le long terme, c'est vraiment pas bon. Alors, on n'a pas pris un truc dégueulasse non plus. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des tapis de souris en cuir qui ont une belle finition. Du coup, c'est pas un truc qui va devenir dégueulasse avec la sueur de la main. Et en même temps, il propose une bonne assise au niveau du poignet et c'est ça le plus important. Pareil, toutes les références sont en description. Ah oui, j'allais oublier un truc qui se met sur l'écran mais qui est indispensable, c'est la webcam. Mais la webcam n'est pas qu'une webcam. Certes, ça permet de passer des appels vidéo, mais moi, elle me sert également pour faire des lives. Et étrangement, même si je l'ai acheté il y a 4 ans, c'est encore aujourd'hui la référence sur le marché pour ce type d'utilisation à petit budget, c'est la webcam Logitech C920 Pro. Elle vaut 70 € et pour ce prix-là, vous aurez des images en HD 30 images secondes, ce qui est largement suffisant pour faire un live. Alors depuis, il y a eu un nouveau modèle, le C922, qui ajoute juste la fonctionnalité de pouvoir enlever le fond de la vidéo, mais bon, le rendu est pas top. Soyez-en sûrs, la C920, c'est encore une référence et vous serez pas déçus par la qualité de cette caméra pour faire un live à petit budget, attention. En tout cas, si vous voulez voir le rendu, je vous mets en fiche une vidéo. C'est le premier live qu'on a fait avec la chaîne et donc avec cette caméra et le micro Rode NT USB qu'on a présenté juste avant. Je vais passer très rapidement sur les caméras parce que j'en ai fait une vidéo complète qui dure 30 minutes que vous pouvez retrouver en fiche. Mais en gros, si vous demandez avec quoi on tourne avec un Sony A7 III avec un objectif un peu couteau suisse, c'est un 24-105 qui est vraiment super quali. Mais plus important que la caméra, il y a la lumière. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh ben, on va vous le montrer tout de suite. Voici une image avec la lumière allumée et voici la même image avec la même caméra avec la lumière éteinte. Vous pouvez voir que ça change tout et pourtant on utilise juste une lumière. Alors au début, si vous avez un petit budget, vous ferez comme nous à nos débuts, vous utiliserez une softbox, ça vaut 40 € sur Amazon à peu près. Alors certes, c'est top parce que ça permet de faire le taf et c'est indispensable si on veut commencer un petit peu à monter en qualité, mais nous on en a vite vu les limites. Déjà, ça prenait un encombrement assez important et en plus de ça, la lumière n'était pas vraiment réglable. Du coup, on s'est mis à utiliser un panneau LED qui a deux avantages. Le premier, c'est que la lumière est réglable en intensité. Le deuxième, c'est que la lumière est réglable en termes de chaleur. Et du coup, je vais demander à Mathis de faire varier la chaleur de la lumière
lumière pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc là, par exemple, on est en lumière très froide et là maintenant on va aller vers une lumière de plus en plus chaude. Vous pouvez voir que ça change quand même l'ambiance de la vidéo, l'ambiance de la pièce. Le modèle qu'on utilise, c'est un modèle de chez Falcon Eye qui a plusieurs modèles. Il a un 28 cm, 48 cm, 68 cm. Alors nous, on a choisi le modèle intermédiaire, le modèle de 48 cm. Alors pourquoi? Parce que le modèle de 28 cm était vraiment trop petit, il éclaire pas énorme. Et le modèle de 68 cm, certes il est génial, mais il est très très cher. Donc le modèle qu'on utilise nous, le 48 cm, coûte environ 340 €. L'avantage, si vous utilisez plusieurs de ces modèles de cette marque, c'est que déjà ils peuvent fonctionner sur des batteries standards, donc vous n'avez pas forcément besoin de câbles pour les trimballer, et qui plus est, ils sont synchronisables ensemble pour synchroniser l'intensité de la lumière et la chaleur. Donc voilà, le 48 marche bien, mais prenez pas le 28 parce qu'il est vraiment trop petit. Ensuite, nous avons ce qui est nécessaire pour la prise son, et on a deux cas d'utilisation principaux. Le premier, c'est quand on tourne à plusieurs et qu'on est à moyenne ou courte distance. Dans ce cas-là, on utilise le Videomic Pro qui se plug directement sur la caméra et ça permet d'avoir un bon son d'ambiance. Encore une fois, Rode est une marque de référence et procure un son clair et précis. Par contre, le problème, c'est que dès qu'on commence à s'éloigner un petit peu, tout de suite, on capte les bruits ambiants et du coup, on entend beaucoup moins nettement ce qu'on est en train de dire. Je vous fais tout de suite un exemple. Donc vous voyez qu'avec le Rode, le son est très bon lorsqu'on est très près. Bon, il y a un peu de reverb, mais c'est le bâtiment qui fait ça. Et si je commence à m'éloigner en parlant exactement de la même façon, on va vite arriver à un moment où vous n'allez plus rien entendre du tout. Je garde exactement le même ton de voix. Tandis qu'avec un petit micro-cravate et le système Wireless Go, je peux aller où je veux. Vous m'entendrez exactement de la même façon. Je n'ai pas à hausser la voix et c'est très pratique pour gagner en liberté de mouvement lorsqu'on fait des vidéos. Et ça marche! Ça marche, 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 ça marche toujours. Ça marche super bien. Et du coup, quand je suis seul, mon nouveau micro de référence, c'est un micro-cravate, mais surtout le système de transmission sans fil de ce micro-là avec la caméra. Ce système, c'est le Rode Wireless Go qui présente deux avantages, une batterie intégrée et il est très petit. C'est une connexion en Bluetooth qui a une portée de 30-50 mètres et c'est vraiment ultra pratique dans les tournages. Ça a vraiment changé ma vie le jour où j'ai acheté ce matos, alors que c'est quelque chose qui vaut dans les 150 €. Aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. Je suis libre de mes mouvements lorsque je parle sur mes tournages. Je peux être très loin comme très proche, j'ai la même qualité de son. Donc vraiment, c'est un indispensable si vous filmez ce genre de vidéo là. Je pourrais également vous parler du Zoom H4n Pro qui est un enregistreur qui sert à la fois de micro et d'enregistrement si par exemple on veut enregistrer le son sur une table de mixage, mais on va pas rentrer dans les détails. Si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo précisément sur tout ce qui est micro et prise son, je peux le faire, mais dites-moi si ça vous intéresse en commentaire pour savoir si je fais pas cette vidéo pour rien tout simplement. Alors, hyper important également, le trépied pour la caméra. Donc là, forcément, vous le voyez pas, mais on va vous le montrer maintenant en b-roll. Avant, franchement, on avait un trépied nul qui se réglait très mal, avec pas de bol, qui pouvait se régler. Alors vraiment, on prenait ça parce qu'on n'avait pas le budget, on se disait que c'était pas vraiment nécessaire d'investir sur quelque chose qui nous paraissait un accessoire pas très important. Et honnêtement, depuis qu'on l'a, on gagne un temps fou et c'est vraiment aucun regret. Et nous allons faire encore un petit témoignage Mathis. Mathis, qu'est-ce que t'en penses? Ça marche bien. Alors on n'a pas investi dans un trépied 5 étoiles en fibre de carbone, tout ça, mais vraiment dans un trépied qui était le plus juste au niveau prix, mais qui pouvait proposer des fonctionnalités qui sont très importantes pour nous. Ce pied, c'est le Kayer BV30, et il a tout ce qu'il nous faut pour nous améliorer les tournages. Tout d'abord, il a une tête fluide vidéo pour bien caler le plan avec un blocage sur le côté. Il a également un bol réglable pour pouvoir bien mettre le niveau et désolidariser la caméra des pieds. Les pieds sont à la fois robustes et faciles à bloquer et débloquer et sont en aluminium, ce qui permet d'alléger le poids du trépied au total. Dernier petit point de détail qui est peut-être pas important pour vous, mais nous ça fait toute la diff. Il y a, même si on desserre la caméra, un cran de sécurité qui permet d'éviter que la caméra tombe du trépied et en cas d'étourderie, ça peut vous sauver 3000 € de matériel. Bref, pour nous c'était le parfait compromis, ça vaut 130 € et si vous commencez à monter un peu en qualité dans vos tournages, c'est un indispensable là aussi. En complément, mais bon ça c'est du bonus, si vous voulez gagner du temps pour éviter à chaque fois de visser la caméra manuellement sur le trépied. Personnellement, moi à chaque fois ça me faisait rager. On a acheté des Quick Release de chez Manfrotto, ça vaut 35 € pièce. Et du coup très simplement comme vous pouvez le voir, on a juste à décliquer la Quick Release et on peut mettre la caméra en 2 secondes sur le trépied. Ça nous fait gagner quand même pas mal de temps. Est-ce que Mathis, tu es content de la Quick Release? Oui, c'est plutôt sympa. Merci Mathis. Alors dans les derniers éléments du setup, on vient de recevoir le stabilisateur de DJI, le Ronin
en a un SC qui se veut beaucoup plus léger, beaucoup plus portable. Alors franchement, on n'a pas eu le temps de bien le tester à fond, mais le premier sentiment qu'on a, c'est que c'est beaucoup moins plug and play qu'on pensait. Faut vraiment arriver à comprendre comment calibrer le stabilisateur avec la caméra, et on y a passé beaucoup de temps. Mathis y a passé beaucoup de temps. Donc je vous dirais pas que c'est le truc indispensable à avoir, parce que pour l'instant on se prend un peu la tête dessus, mais en tant qu'exercice, on va profiter de cette vidéo et on va faire tous les b-rolls que vous allez voir avec ce stabilisateur en essayant un maximum d'utiliser le suivi automatique grâce au smartphone dessus. Et si un jour on attend de faire un test complet dessus et que ça vous y intéresse, on y reviendra également dessus. Côté slider, je sais pas si vous vous souvenez, on avait fait une vidéo, on avait présenté le Tamron qui faisait 120 cm et on s'est dit waouh, un débattement comme ça c'est trop pratique. En fait, c'était super encombrant et du coup pour les tournages, c'est vrai que c'était assez embêtant à transporter et même au bureau, on savait pas où le stocker. Et qui plus est, il manquait un peu de fluidité dans les mouvements, c'était pas tout à fait parfait. Donc on a décidé de partir sur une nouvelle marque qui s'appelle Zipon et qui propose un slider qui est micro, qui est compact et qui permet d'aller des deux côtés du slider. Alors c'est peut-être pas très clair quand je le dis comme ça, mais voyez en image, ça sera plus clair. Vous voyez qu'à partir du point principal, il peut se déplacer sur les deux côtés de manière très fluide, très douce, et ça nous permet d'avoir un bon slider portable pour pouvoir faire des plans de qualité. C'est un excellent slider pour faire du studio ou même pour faire des slides rapides comme ça en prestation, et vous pourrez le retrouver pour un prix assez raisonnable. Avant, on avait vraiment des sliders bas de gamme et Edelkrone qui étaient hors de prix, et lui il vient vraiment se positionner entre les deux, et je pense que c'est une marque qui a de l'avenir. J'ai contacté les fabricants, ils m'ont dit qu'ils cherchaient justement à faire une tête rotative un peu comme Edelkrone, donc c'est une marque à surveiller de près, et je serais ravi de pouvoir tester leurs produits lorsqu'ils les sortiront, parce que la marque propose quand même des bons sliders pour un budget raisonnable. Bref, on va être obligé de mettre fin à cette vidéo parce qu'on a vraiment plein de matériel à vous proposer, et on a dû passer outre certains petits accessoires qui nous facilitent beaucoup la vie mais qu'on n'aura pas temps de présenter dans l'exhaustivité. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et on vous rajoutera les produits au fur et à mesure dans la liste en description si vous avez des demandes spécifiques. Alors j'espère que ça vous a plu, que ça vous a également permis de découvrir les coulisses de nos tournages. On commence à être confortable au niveau du matériel, on commence à être satisfait de ce qu'on a, et vous voyez que ça va très vite niveau budget. En tout cas, on est prêt pour une année 2020 avec plein de vidéos et on espère que vous serez au rendez-vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La Pause Tech. Salut!